Bonjour tout le monde, on va démarrer le webinaire. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui se connecteront au fur et à mesure, mais elles nous rejoindront en marche. Bienvenue et merci de vous être connectés. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est d'aborder un sujet autour de la collecte de données et notamment de pouvoir aborder 12 best practices visant en fait à mettre en place une démarche qualité dans justement votre stratégie de collecte de données et pour objectif d'améliorer votre performance digitale. Donc moi, c'est Xavier. Moi, je suis directeur commercial et partenariat pour Synaptic. Et donc le webinaire sera animé par moi et par Charles, qui est avec nous et que j'imagine vous allez entendre dans quelques instants. Bonjour à tous. Donc Charles est en fait notre product manager Synaptic et consultant web analytics également. Et donc, on va évoquer un sujet avec vous autour de la qualité de données, puisqu'en fait, c'est le métier de Synaptic. Synaptic est un outil qui est développé par l'entreprise NetVigi, qui maintenant, depuis 15 ans, accompagne les clients autour de la maîtrise et de la mesure de la qualité digitale de leurs dispositifs web et apps. Et donc, Synaptic, son objectif, c'est notamment d'aider les entreprises, et notamment les décideurs dans le monde du digital, à fiabiliser la donnée qu'ils collectent au travers de justement ces différents dispositifs et de pouvoir automatiser la vérification, la recette de la stabilité de leur tracking et de leur plan de tagage sur leur site et leurs applications. Aujourd'hui, on accompagne une vingtaine de clients, dont certaines références, vous voyez apparaître à l'écran. Et on a aussi un réseau de partenaires qui nous accompagnent sur ces sujets, notamment des agences data analytics comme Converteo, Digital Linkers, mais également AT Internet dont on fait partie des partenaires. Donc, l'idée de ce webinaire, en fait, elle nous est venue parce qu'on a récemment sorti un livre blanc. Et en fait, il y avait quelques éléments qui ressortaient de ce livre blanc. On pourra en reparler après. Mais ce qui était intéressant, en fait, c'est de se dire qu'aujourd'hui, la donnée est forcément, tout le monde sait que c'est un sujet qui est important. D'ailleurs, plus de 80% des entreprises investissent là-dessus et se disent qu'elles doivent améliorer justement le niveau de qualité de la donnée qu'elles collectent. Et d'ailleurs, dans notre livre blanc, on faisait mention d'une étude qui indiquait que les entreprises qui étaient justement dans une optique data-driven avaient 23 fois plus de chances en fait, d'acquérir de nouveaux clients que celles qui ne le sont pas. Donc voilà, on sait effectivement que c'est un sujet qui est très important pour les entreprises. Pour autant, en fait, le constat qu'on se fait aujourd'hui, c'est que il y a une entreprise sur 3, à peu près, qui a exactement et totalement confiance à la donnée qu'elle collecte. Donc, c'est pas énorme. Et aujourd'hui, finalement, assez peu d'entreprises qui en tirent vraiment de la valeur. À peu près 20% d'entreprises qui en retirent vraiment de la valeur et qui exploitent vraiment leurs données pour l'activer et en mettre en place des actions. Et donc, on s'est dit que ce webinaire pouvait être intéressant, notamment pour aborder ces 12 best practices qui vont à la fois aborder des sujets autour de l'organisation de votre entreprise, mais également autour du contrôle de la qualité de la donnée que les équipes aujourd'hui collectent et analysent au quotidien. Et enfin, un sujet autour de la conformité RGPD, puisque naturellement aujourd'hui, quand on parle de la data, on parle naturellement des contraintes réglementaires liées au RGPD et à la CNIL. L'objectif de ce webinaire, on le verra à la fin, c'est que vous en ressortiez avec donc, ces best practices qui vont vous servir à fiabiliser et améliorer le niveau de qualité de la donnée que vous collectez aujourd'hui sur vos sites. Et en fin de webinaire, on vous proposera en fait une petite offre un peu exceptionnelle pour ceux qui seront présents à ce webinaire. Donc, restez avec nous jusqu'au bout. Il y a une petite surprise à la fin. Ok, merci. Donc, comme Xavier l'a dit, on va d'abord commencer par des points d'organisation pour passer plutôt sur des points opérationnels et finir par les sujets qui touchent un peu plus à la RGPD. Donc, dans la partie organisation, le point le plus important, je pense, c'est celui qui consiste à sensibiliser les équipes et les impliquer dans tout ce qui est sujet relatif à la donnée. Il y a beaucoup d'entreprises, en tout cas, qui fonctionnent en mode silo. C'est-à-dire qu'en fait, les équipes qui gèrent la donnée, qui sont plutôt côté marketing ou côté business et décision,
sont décorrélés en fait des équipes techniques qui sont, elles, en charge de l'implémentation de tout ça. Et ce qu'on constate souvent dans ce genre d'organisation, c'est que la collecte de la donnée devient un calvaire parce qu'en fait, les gens ne parlent pas le même langage et ne sont pas du tout dans la même démarche en fait. Donc l'idée, c'est que il y a des démarches à mettre en place pour que tout ça s'améliore. La première, c'est d'identifier qui va utiliser cette donnée, qui sont les bénéficiaires. Alors, c'est souvent en effet les équipes marketing et décisionnaires, mais c'est un sujet qui est très important. Le challenge, ça va être d'embarquer justement les équipes techniques dans ces projets-là. Ça peut passer par exemple par la désignation d'un référent technique qui est plutôt celui qui va mettre en place les plans de marquage. Ça peut être carrément d'intégrer dans l'équipe marketing, dans l'équipe web analyst, de web analyst, pardon, un profil qui est beaucoup plus technique et qui va être en charge du maintien du plan de tagage, de faire les évolutions dans un tag commander ou dans un GTM par exemple. Ça peut aussi passer par une incentive au niveau des équipes techniques, c'est-à-dire qu'on va essayer de calculer en fait des espèces de scores de qualité, d'accord, ou le nombre de bugs qui ont été détectés, ce genre de choses, et pourquoi pas avoir ces différents KPIs-là comme étant des KPIs stratégiques au niveau de l'équipe technique. L'idée, c'est vraiment d'inculquer une culture de la data qui soit transverse à l'entreprise, que ce ne soit pas simplement voilà, des utilisateurs d'un côté et des gens qui font de l'autre, mais bien comprendre qu'en fait, la totalité de la boîte a un vrai intérêt à ce que la data soit de qualité, parce que c'est une data de qualité qui va mener à des prises de décision de qualité et donc, globalement, à une amélioration générale, en tout cas, de la performance. Donc, l'idée, c'est que pour ça, il faut aussi simplifier les process. Ce qu'on voit trop souvent aujourd'hui, c'est des sujets de collecte qui arrivent en tant que dernière roue du carrosse. Globalement, on a des projets qui nécessitent des nouvelles fonctionnalités sur le site. Et c'est à la fin, on se dit, ah ouais, par contre, il faudrait peut-être penser à traquer ce qu'on vient de faire. L'idée, c'est peut-être de changer un peu ce paradigme-là en pensant collecte dès l'amont du dispositif, en disant, bah, voilà, quel est l'objectif du dispositif et voilà comment on va le mesurer. Et donc aujourd'hui, voilà, on peut voir avec le petit chiffre qui est affiché ici qu'il y a encore beaucoup de travail à faire là-dedans parce qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui n'ont pas encore vraiment réussi à forger cette culture de data dans leur organisation. Toujours sur les sujets d'organisation, il y a un sujet autour de la gouvernance, en fait, parce que forcément aujourd'hui, cette donnée, elle est un peu transverse, comme le disait Charles, et en fait, aujourd'hui, on en collecte beaucoup de données. On est plutôt dans la situation où c'est pas la source qui pose problème, c'est le fait de pouvoir dompter la bête un petit peu et de pouvoir mettre un cadre à tout ça. Et donc, il est important d'instaurer une logique de gouvernance de la donnée. D'une part, déjà en s'organisant autour de la donnée et en nommant un pilote de cette donnée qui va être le garant justement de la mise en place de cette nouvelle politique de gouvernance de la donnée. Donc, il y a de nouvelles fonctions qui sont, c'est plus tellement nouvelles aujourd'hui, mais qui sont apparues il y a quelques temps. Et beaucoup de grosses entreprises aujourd'hui se sont dotées d'un Chief Data Officer qui a justement ce rôle en fait de pilote et de coordinateur en fait de ces projets data. Et un de ses principaux objectifs va être justement de pouvoir rendre la donnée accessible, disponible. Donc, il y a des problématiques autour de la sauvegarde, de la mise à disposition de la donnée, de la sécurité des données des utilisateurs. Le fait que cette donnée, comme elle est centralisée, elle est aussi du coup potentiellement accessible à tous dans l'entreprise, qui doit pouvoir en tirer bénéfice et savoir les exploiter. Donc, il faut que ces données soient aussi exploitables. Il faut que ces données soient aussi documentées, savoir quelle est sa provenance, quel est son objectif, quelle est sa durée de validité. Et enfin, surtout que ces données soient fiables, parce que c'est une source sur laquelle beaucoup d'équipes dans les entreprises vont se baser pour pouvoir analyser et prendre des décisions. Notamment quand il s'agit de plus grosses entreprises qui ont une organisation parfois multi-pays, multi-marques, multi-enseignes. Leur objectif est de mettre en place aussi quelque chose qui soit assez harmonisé entre les différentes business units qu'ils peuvent avoir, les différentes filiales,
Il est important aussi que ce Chief Data Officer, ou en tout cas ce pilote, ait la capacité aujourd'hui de s'assurer que les guidelines du groupe soient prises en compte et respectées par l'ensemble des marques et des filiales, et de pouvoir avoir un vrai pilotage du respect de ces guidelines et de s'assurer que ce qui est fait parfois de manière autonome dans les pays ou pour telle ou telle marque correspond bien à ces lignes directrices qui sont mises en place au niveau central. Et enfin, tout comme depuis maintenant assez longtemps dans les entreprises, il y a des tests qualité, des tests de non-régression qui sont mis en place sur les sites, sur les applications, sur un plan plutôt technique et fonctionnel. La data, en fait, elle a toute sa place aussi dans ces process, et de pouvoir intégrer justement le contrôle de la donnée et le contrôle justement de cette qualité dans des process également automatisés qui pourraient naturellement aussi être embarqués dans ce qui existe déjà en termes de process au sein des entreprises sur les tests de non-régression, les tests de qualité. Ouais, du coup, ça implique de repenser la collecte. Enfin, quand on dit repenser, l'idée, c'est de la faire bien dès le départ. Quand on met en place du tracking sur un site, l'idée, c'est pas de dire, comme on le faisait il y a encore quelques temps, ouais, on va traquer, on verra bien quand on va devoir analyser ce qui se passe, parce que ça, globalement, ça marche jamais bien. Quand on met en place une démarche de collecte de données, il faut procéder de façon un petit peu pyramidale comme celle-ci, c'est-à-dire de se dire, OK, globalement, j'ai une nouvelle fonctionnalité qui arrive sur mon site. Quel est son objectif? Ça paraît bête, mais c'est quand même la base. Et sur la base de cet objectif, on va déterminer la façon de mesurer. C'est-à-dire qu'on va d'abord déterminer des KPIs qui vont déterminer est-ce que cette nouvelle fonctionnalité est un succès ou pas. Je parle de fonctionnalité, mais c'est global pour l'ensemble du site. Bien sûr, ça parle de transactions e-commerce, ça peut commencer à là, mais ça peut aller jusqu'à la moindre petite fonctionnalité qui apparaît sur le site. Donc, à chaque fonctionnalité, l'idée, c'est de dire, je vais déterminer exactement comment j'estime que ma fonctionnalité est un succès. À partir de là, j'ai déterminé des KPIs qui vont me permettre de mesurer ça. Et ces KPIs vont engendrer, du coup, la stratégie de collecte. Comment est-ce que je vais mesurer, justement, les ratios dont je vais avoir besoin? Par exemple, un taux de conversion, c'est la base, hein, mais ça va être de dire, j'ai forcément besoin d'avoir les commandes qui vont monter et j'ai besoin d'avoir les sessions ou les visites, peu importe comment on les appelle, pour pouvoir calculer un ratio qui va être mon taux de transformation. Lors d'un ajout au panier, ça va être un peu la même histoire. Comment est-ce que je calcule le succès de tel ou tel bouton d'ajout au panier? Ça va être sans doute le nombre d'événements d'ajout au panier sur, et là c'est intéressant, c'est sur quoi? Donc sur le nombre de pages vues par exemple, mais ça pourrait être autre chose. En tout cas, il faut vraiment faire cette démarche en amont et ne collecter ce qui a intérêt d'être collecté. Dans toute cette partie-là, on va avoir du coup un certain nombre de KPIs, plus ou moins nombreux, souvent nombreux, avec du coup des demandes de tracking qui peuvent être parfois assez impressionnantes. L'idée dans ça, c'est d'essayer d'être le plus efficace possible. Il va falloir hiérarchiser toutes ces demandes de tracking ou tous ces différents KPI pour savoir quelles sont celles qui ont le plus d'impact. Il va falloir ensuite budgétiser ces demandes-là parce que potentiellement, on peut avoir des quick wins sur des demandes de tracking qui sont assez simples à mettre en place et qui ont une vraie valeur d'analyse. Et en fonction de ces deux actions de hiérarchisation et de budgétisation, on va rationaliser pour savoir quels sont les éléments qu'il va falloir traquer en premier et quels sont ceux qui peuvent attendre ou quels sont ceux qui finalement peuvent être au final trop chers pour un gain qui n'est pas si évident que ça. Je peux passer la slide. L'idée, c'est donc de dire qu'on va essayer de passer du fameux big data à plutôt une stratégie de smart data. L'idée, c'est de collecter moins, mais de collecter mieux. On n'a pas besoin d'avoir trop de chiffres parce que c'est vraiment de la pollution et ça fait poser des questions qui sont souvent non pertinentes. Combien de fois vous êtes retrouvé dans un Google Analytics à essayer d'expliquer des chiffres parce qu'en fait, il y a eu trop de données. Ça arrive très, très régulièrement. En plus de ça, la donnée aujourd'hui, elle a une valeur qui est de plus en plus importante, en tout cas ce qu'on est capable de collecter, parce que les adblocks sont là pour rester. Aujourd'hui, si on regarde un petit peu les taux de pénétration des adblockers en France, on est aux alentours des 30%, et ce depuis quelques années maintenant, ça reste à peu près stable. Aux États-Unis, on est plus dans les 40%, en Allemagne, on est dans les 50% à peu près. En tout cas, ces adblocks, même s'ils ne bloquent pas forcément toute la donnée, ils bloquent
pour partie des hits de Google Analytics, dans la majeure partie des cas, en tout cas, tout ce qui est hit de marketing. Et donc, ça a un vrai impact, en tout cas, sur la donnée. Pareil avec le consentement, alors je vous en parle, mais c'est des choses que vous connaissez forcément, c'est que voilà, depuis maintenant on va dire un bon mois, on a la nouvelle passe du RGPD qui est rentrée avec du coup des bannières qui sont beaucoup plus restrictives et on voit chez beaucoup d'acteurs, en tout cas, une vraie baisse du trafic dû au fait que bah voilà, maintenant les outils d'analyse sont forcément soumis à consentement dans la grande majorité des cas et ça a un impact aussi sur cette donnée-là en fait. Donc concrètement, ce qu'on arrive à collecter, il faut absolument que ce soit de qualité parce que si on a de moins en moins de données et que cette donnée malheureusement elle n'est pas très quali, on va commencer à avoir des vrais problèmes de prise de décision. Toujours sur le plan de l'organisation, alors je ne vais pas vous refaire le coup de seul on va plus vite et ensemble on va plus loin, parce qu'en fait je pense que même ensemble on peut aller plus vite et plus loin, dans le sens où naturellement vos ressources internes sont importantes, mais il est intéressant parfois de se faire accompagner par des agences, des consultants qui justement sont experts de ces problématiques de data et de collecte. D'une part, parce que ce sont des personnes qui accompagnent plusieurs clients et que ce qui se passe chez les uns peut avoir aussi de l'intérêt pour vous et que du coup, ce retour d'expérience et ces cas pratiques peuvent aussi vous servir à vous. Et justement, la multiplicité des situations et des activités peut justement aboutir à des best practices chez d'autres clients. Également parce que ces experts externes, bien souvent, en fait, ils sont assez à la pointe des outils, des dernières nouveautés, des dernières fonctionnalités, et que c'est aussi un gain d'efficacité et un gain de temps de faire appel à des gens dont c'est le métier quotidien et qui ne vont pas réinventer forcément tout le temps l'eau chaude, mais aussi de se servir de leur expérience et de leur expertise pour la déployer chez vous. Donc voilà, ça c'est un point qui peut être important, de s'entourer d'expertise externe et apporter parfois un peu de sang neuf dans les équipes et une vision aussi qui peut être un petit peu différente de celle qu'on peut avoir habituellement en interne avec, je dirais, le rythme du quotidien. Ok, on peut passer sur quelques points opérationnels maintenant. Donc le premier, ça concerne tout ce qui est gestion et centralisation du plan de marquage. En fait, on a un constat qui est assez évident, c'est qu'aujourd'hui, il y a très peu d'entreprises qui utilisent un vrai outil de gestion de plan de marquage. La majeure partie utilise un Excel ou un de ses dérivés comme du Google Sheet ou autre, clairement, mais on a rencontré pas mal d'entreprises qui utilisent par exemple du Jira, du Airtable, parfois c'est du Google Doc, parfois c'est du PowerPoint. Bref, il y a toutes sortes d'outils qui peuvent être utilisés parce que globalement, aucun n'est vraiment adapté à la gestion d'un plan de marquage. Ce que ça veut dire, c'est que un vrai plan de marquage, le but du jeu, c'est qu'il soit maintenu dans le temps. Et l'inconvénient de ces outils, c'est qu'ils ne forcent pas justement ce maintien dans le temps. C'est-à-dire qu'on a souvent un plan de marquage qui a été défini par une agence analytics ou le consultant analytics à un moment. Et force est de constater que plus le temps passe, plus l'écart entre ce qu'on constate sur le site comme étant réellement implémenté avec les différentes évolutions qu'il y aurait eu ou pas, les différentes régressions qui n'ont pas forcément été détectées, et le plan de marquage tel qu'il a été créé à l'origine, cet écart augmente en fait. L'idée, c'est d'essayer de mettre en place un vrai outil qui soit un référentiel de gestion de plan de marquage, qui puisse centraliser dans un seul et même document, en fait, ce qui est attendu et ce qui est vérifié. L'idée, c'est aussi de dire qu'en fonction de la structure de votre entreprise ou de votre activité, en tout cas, il est possible qu'il y ait plusieurs plans de marquage. Voilà, on travaille avec des clients qui ont aujourd'hui plus de 100 plans de marquage, qui avaient en tout cas plus de 100 plans de marquage quand on a commencé à travailler avec eux. Parce que voilà, chacun des dispositifs dispose de son propre fichier. Ou alors, il y a des entreprises plutôt sous forme un peu pyramidale où on va avoir un groupe qui va avoir une stratégie de plan de marquage commune à tous les sites du groupe. Mais chacun de ces sites peut, lui, avoir des spécificités. Donc, on va avoir, par exemple, un data layer dans lequel on est censé avoir des éléments communs, mais chacun des entités de l'entreprise peut avoir
des spécificités ou chacun des pays. On peut très bien avoir des tags qui sont présents en Grande-Bretagne ou en France et pas sur le reste des autres sites. Il y a un sujet RGPD aussi qui peut être différent, ou en tout cas RGPD ou consentement, parce que sur les sites européens, en effet, on va avoir des règles de consentement qui vont être sans doute différentes de si je suis aux États-Unis, si je suis en Californie, si je suis peu importe. Donc, tous ces éléments-là, en fait, il est important d'essayer de centraliser tout ça au sein d'un seul outil. L'idée, c'est aussi de définir un périmètre de contrôle. C'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir un plan de marquage qui soit propre et qu'on essaye de maintenir à jour. L'idée, c'est de vérifier que le tracking est correct et de faire ça de façon périodique. Globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour pouvoir faire des recettes qui soient efficaces, il va falloir d'abord structurer cette recette. Quelles sont les pages qu'on va devoir vérifier? Ça veut dire globalement sur un site e-commerce, ok, je vais vérifier ma homepage, mes fiches produits, mes pages listes, mon tunnel de conversion, les ajouts au panier. Mais en gros, il faut vraiment lister ça à un moment parce que dire ok, je vais faire une recette et c'est parti, je lance mon site internet et je verrai bien ce qui se passe. Globalement, ça ne marche pas parce qu'on passe à côté de beaucoup de choses. Donc, il faut vraiment faire la liste de quelles sont les pages que je vais vouloir vérifier, quels sont les parcours clés de mon site qu'il faut que je vérifie et ce que je dois vérifier à chaque fois. Quel mode de test? Donc là, quand on parle de mode de test, l'idée, c'est de dire, OK, mais si je suis client ou si je suis prospect, j'ai peut-être des données différentes dans le data layer. Si j'ai besoin de sélectionner un magasin de rattachement, par exemple, j'ai un site de Drive, ben, en fait, en fonction du magasin ou pas, si j'ai rattaché, je vais avoir des données qui peuvent être différentes en fonction de mon profil client, en fonction d'un scoring, en fonction du consentement aussi, parce que si j'ai donné mon consentement pour un tracking marketing globalement et ou analytics, il va falloir s'assurer que les tags se déclenchent en conséquence. Donc, il va falloir définir ce qu'on va vérifier. Il va falloir définir quand on va le vérifier. Et ce qu'on va vérifier, c'est globalement, est-ce que je vais vérifier mon data layer? Est-ce qu'il est présent et est-ce qu'il contient les bonnes données? Est-ce que je vais vérifier aussi les tags? Est-ce que mon tag Google Analytics ou Adobe ou Internet se déclenche? Est-ce qu'il se déclenche avec les bons paramètres? Est-ce que les événements qui sont censés se déclencher dans chacune de mes étapes de mon tunnel ou de mon parcours se déclenchent et se déclenchent avec les bons paramètres? Et une fois que j'ai planifié tout ce que je dois vérifier, l'idée, c'est de dire quand est-ce que je vérifie tout ça. Alors, on peut faire des vérifications périodiques, d'accord, à la main. On va se dire, bah voilà, tous les mois ou tous les 2 mois, j'en sais rien. Je me force à faire cette vérification complète du site. Donc, je passe sur toutes les pages, je fais tout ça à la main. Mais on peut aussi dire que ça doit avoir lieu avant les mises en production. Donc, si j'ai un cycle de mise en production qui par exemple tous les 15 jours, et ben en fait, avant cette mise en production, on va évidemment vérifier que les nouveautés, en tout cas, sont bien traquées. Mais le problème, c'est que une nouveauté sur un site Internet, un train peut en cocher un autre et globalement peut déclencher un problème sur un autre élément qui n'a aucun lien. Ça, c'est quelque chose que tout le monde globalement a constaté au moins une fois dans sa vie, c'est que il y a une mise à jour qui a eu lieu sur le tunnel de commande et en fait, ça fait péter l'ajout au panier. Sauf que ça n'a aucun rapport a priori entre les deux. Il s'avère que malheureusement, en fait, les effets de bord sont très, très courants dans ce genre de choses. Donc voilà, planifier une récurrence de vérification, c'est important. Et vérifier avant les mises en production, non seulement les éléments qui paraissent assez évidents, mais aussi, en tout cas, l'intégralité, ou en tout cas une bonne partie du périmètre de contrôle. Une fois que vous avez fait ce travail, en fait, vous avez deux choix, en fait. Soit cette vérification, vous la faites de manière un peu traditionnelle à la main. En fait, c'est ce qui se passe dans beaucoup d'entreprises. Hein. C'est même 95% d'entre elles, c'est ce qui se passe. Quand il y a de la vérification et de la recette, ce sont les équipes data, digital, web analytics qui s'en occupent. Et forcément, ça leur demande quand même pas mal de temps. Hein. Ceux qui ont déjà à un moment donné fait de la recette de plan de tagage savent de quoi je parle. Hein. C'est une tâche un peu chronophage, fastidieuse et que personne généralement n'aime faire, puisqu'on est plutôt web analyste et on n'est pas recetteur. Et ce qu'on constate aussi, c'est quand même qu'il y a assez souvent des entreprises qui ne font même plus de recettes. En fait. C'est qu'il y a des mises en production qui sont régulières, parfois plusieurs fois par semaine. Et du coup, il est impossible de tenir une cadence de recettes systématiques. Et donc, elles abandonnent. Et ce qui se passe, c'est que c'est une fois qu'elles ont détecté qu'il y avait un problème avec la collecte de leurs données et que la donnée était un peu étrange, en remontant un peu le fil, elles vont en fait s'apercevoir de problèmes qu'elles vont du coup régler.
Et donc, on est plutôt dans une posture un peu curative, on va dire, en termes de traitement de l'anomalie et pas du tout proactif. La deuxième alternative que vous avez, c'est d'automatiser en fait, le contrôle. L'automatisation, elle a naturellement plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est de l'efficacité, de se concentrer sur son cœur de métier et de cette tâche un peu rébarbative et fastidieuse de la laisser faire par un outil qui va automatiquement contrôler cette donnée. Et du coup, de se concentrer sur vraiment son cœur de business, l'analyse des données, la production de dashboards et des recommandations également à mettre en place par les équipes. Un gain d'exhaustivité, forcément, parce que quand on recette manuellement, généralement, c'est ponctuel, comme on l'a dit. C'est aussi très partiel, parce que quand on a un site e-commerce qui fait plusieurs centaines ou milliers ou dizaines de milliers de pages, on ne va pas pouvoir contrôler énormément de choses. On va se concentrer sur, je dirais, le plus important, le plus évident. Là où l'automatisation va permettre d'avoir beaucoup plus d'exhaustivité et une couverture fonctionnelle beaucoup plus importante. Naturellement, c'est un gain de temps. Je ne vais pas vous apprendre que le fait d'automatiser, ça permet aussi d'aller contrôler plus de choses en un laps de temps beaucoup plus court. Un gain de qualité aussi, parce que des choses vont être parfois découvertes par un robot qui va aller faire cette vérification là où humainement vous n'auriez pas le chercher, parce que pas le temps, parce que pas les ressources, parce que vous avez d'autres choses à faire. Et l'outil va justement vous servir à détecter ces anomalies qui sont parfois un peu plus orphelines. Et également, l'automatisation, même si ce n'est pas un argument qui vient de manière très évidente sur ce sujet d'automatisation, c'est le gain au niveau des ressources humaines, en fait. Parce qu'il n'y a rien de plus énervant que de devoir refaire systématiquement et tout le temps les mêmes choses. On a vérifié, on a recetté, on a contrôlé, et quelques jours après, on sait qu'on va devoir refaire ce travail parce qu'il y aura une nouvelle mise en production qui va avoir eu un impact sur la stabilité de mon marquage, de mon tracking, et du coup, je vais devoir refaire ce travail indéfiniment. Voilà, donc c'est aussi un gain de motivation et de mobilisation des équipes que représente cette partie d'automatisation. Ok, donc automatiser, c'est bien. Maintenant, l'inconvénient des outils tels qu'on les connaît souvent, c'est que si j'ai besoin de me connecter tous les jours pour vérifier si la vérification s'est bien passée, au bout d'un moment, je ne vais pas le faire. Si à chaque fois qu'il y a une vérification qui a lieu, je reçois un email en me disant « Tiens, la vérification a eu lieu et globalement, voilà tous les problèmes qu'on a trouvés », ça devient un peu plus intéressant. L'inconvénient, c'est que si cette vérification a lieu tous les jours, il y a fort à parier que les problèmes qui ont été trouvés sont les mêmes qu'hier, qui sont les mêmes qu'avant-hier et les mêmes que la semaine dernière. Et à un moment, toutes ces notifications, en tout cas tous ces rapports, bloquent l'action parce que je ne vais plus les lire. L'idée, c'est plutôt de fonctionner sous un mode d'alerting, en fait. Le principe des alertings, c'est de dire que d'un côté, on va avoir des dégradations qui vont être constatées, et c'est ces dégradations-là qu'on va reporter. Le principe de ces alertes, c'est qu'elles soient nominatives ou en tout cas destinées à un groupe restreint. L'idée, c'est qu'en fonction du problème, en fait, je sais à qui je dois m'adresser. Pour ça, il va falloir les classifier parce que voilà, il peut y avoir différents types d'alertes. Est-ce que c'est un problème d'un tag qui a disparu ou est-ce que c'est plutôt un nouveau tag qui sera apparu sur le site? Est-ce que c'est un problème de data layer ou une donnée plus cohérente? Ou est-ce que c'est un problème plutôt de configuration du tag management parce que voilà, le data layer a l'air OK, mais mon tag se déclenche avec la mauvaise valeur. Donc, c'est important de classifier ça et en fonction de ça, de savoir à qui je vais m'adresser. Mais pour ça, il faut bien sûr que les alertes soient précises parce que forcément, quand un problème est rencontré, il va falloir qu'on soit le plus précis possible pour pouvoir aiguiller les développeurs dans leur correction et pouvoir essayer d'être le plus efficace sur ces sujets-là. Donc, le principe, c'est d'essayer de faire tout ça en amont, d'accord ? Xavier en a parlé, mais l'idée, c'est que toutes ces vérifications-là et toutes ces alertes devraient avoir lieu avant le passage en prod. Vérifier, bien sûr, tous ces éléments sur les environnements de recettes. Mais en tout cas, si un problème peut être détecté en prod parce que ce n'est pas forcément à une mise en production. Ça peut être un partenaire qui a inclus un tag qui pose problème et qui déclenche des anomalies sur le site. Ça peut être une mise en production pour le coup, mais du gestionnaire de tag qui n'est pas lié au cycle de mise en production du site. Et donc, voilà, c'est important quand même de savoir quand est-ce qu'on vérifie tous ces éléments-là et que les alertes puissent elle, pour le coup, notifier dès qu'un problème apparaît et pas forcément être lié à un cycle
qui auraient été prévues en amont. Comme Charles l'expliquait, en fait, le principe des alertes va être de pouvoir aussi se concentrer sur ce qui se dégrade et de pouvoir du coup être hyper proactif. Mais l'objectif, c'est aussi de pouvoir mesurer, parce que l'adage veut qu'on améliore ce qu'on mesure. Et la mesure va justement se baser sur des KPI qualité que vous allez vous-même en fait choisir de suivre, basé notamment sur ces principes d'alerte qui vont vous informer des dégradations qui auront été observées par l'outil qui tourne en tâche de fond. Donc voilà, ça c'est assez important en fait d'avoir des KPI qualité qui vont vous servir à améliorer le pilotage aussi de vos dispositifs. Et en fait, il va y avoir deux types de KPI. Il va plutôt avoir des KPI quantitatifs qui vont consister en fait à savoir quel est le taux de couverture qu'on a au niveau de nos tests, parce que naturellement, si on ne teste pas grand-chose ou des choses très primaires, juste savoir si j'ai bien un tag qui se déclenche sur mon site et qu'il se déclenche, vous allez avoir un score de qualité qui sera excellent, si tant est qu'il se déclenche. Par contre, ce n'est pas nécessairement un contrôle qui est suffisant. Et donc, il faut aussi s'intéresser à des problématiques de qualité, c'est-à-dire ces tags se déclenchent, mais oui, ok, mais quelles données récupère-t-il en fait? Est-ce que ce sont bien les bonnes données en fait que le hit de mon tag analytics ou marketing récupère? Donc voilà, il y a vraiment cette double notion de quantité et de qualité qui sont importantes. Un, de savoir si on teste effectivement tous les cas de figure, en tout cas les plus importants sur mon site, notamment les principaux parcours utilisateurs, les principales fonctionnalités de mon site. Et deux, de savoir si effectivement, même si quantitativement ça se passe bien, savoir que dans le détail, dans la qualité de ce que je collecte, c'est cohérent par rapport à ce que je souhaite atteindre comme objectif. Et enfin, dans la mesure, ce qui est important, c'est que tous ces sujets sont des sujets de qualité. Et quand on parle de qualité, on est rarement dans un sprint, mais plutôt en fait dans une course de fond et dans l'amélioration continue. Et donc, le score en tant que tel est intéressant, mais c'est surtout son évolution dans le temps en fait qui va être intéressante. De savoir que quand vous avez eu une dégradation, que quand vous apportez des correctifs, cette dégradation s'annule finalement et vous redevenez à un niveau satisfaisant. Donc, c'est vraiment l'évolution qui va être la plus importante. OK. On peut passer maintenant à la dernière partie qui concerne un peu plus les RGPD parce qu'on avait quand même passé à côté de ça. Il y a un vrai sujet au niveau de la qualité et de tout ce qui est CMP, de tout ce qui est consentement. En fait, l'idée, c'est que vous avez dû mettre en place une CMP il y a un moment maintenant et pour les retardataires, on va dire courant avril. Mais en tout cas, ces projets-là se sont généralement accompagnés de pas mal de prises de tête, notamment sur les différentes règles qu'on souhaite mettre en place. Parce qu'une CMP nécessite déjà une configuration. D'accord, il va falloir la configurer, cette CMP, déterminer quelles sont les règles qu'on souhaite mettre en place. Et en plus de cette configuration de la CMP, il va falloir aussi configurer le gestionnaire de tag, en tag commander par exemple, pour dire, OK, si mon internaute a donné le consentement pour telle ou telle finalité, ou tel tag, ou une combinaison de cela, alors je peux ou non déclencher mon tag. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a quand même dans tous ces éléments-là pas mal de configurations. Et que ce n'est pas parce qu'on a mis en place une CMP un jour qu'elle ne va pas évoluer. Concrètement, potentiellement, la législation peut évoluer. D'accord, on l'a vu, hein, juste en avril, il y a une nouvelle mouture qui est arrivée. Il y a des nouveaux tags aussi qui peuvent apparaître, parce que j'imagine qu'à un moment, le but du jeu, c'est aussi d'avoir de nouveaux partenaires qui vont entrer dans votre mix marketing, et donc de pouvoir aussi intégrer ces éléments-là au sein de la CMP. Du coup, ça veut dire reconfiguration éventuellement au niveau à minima du gestionnaire de tag. Et globalement, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a pas mal de choses qui bougent là-dedans. Ce n'est pas parce qu'on a mis en place une CMP un jour qu'elle est valable tout le temps. Et donc, vérifier en tout cas que le consentement qui a été donné par l'internaute reste respecté tout au long de la vie du site, c'est quelque chose qui est quand même primaire et vraiment important. On ne va pas commencer à rentrer dans les rappels des amendes qui peuvent avoir lieu, mais c'est vraiment un sujet qui est central. C'est important aussi de vérifier ça partout parce que vérifier que la homepage se déclenche avec les bons tags en fonction du consentement, c'est bien. Sauf qu'il y a beaucoup de tags qui sont déjà ailleurs que sur la homepage, d'accord ? Sur les pages listes, les fiches produits, sur le tunnel, la page de confirmation de commande, évidemment.
Donc, il va falloir à nouveau vérifier des parcours, vérifier différents types de pages, comme on l'a vu tout à l'heure avec tout ce qui était tag et data layer. Mais il y a aussi des éléments qui peuvent être un petit peu plus compliqués encore parce que potentiellement, c'est des choses qu'on a vues avec certains de nos clients, ils vont utiliser des outils externes sous forme d'iframe. On passe par un partenaire qui va gérer, par exemple, les demandes de retour, ou qui va gérer les questions-réponses, le petit chat en ligne, ou qui vont gérer différentes parties, en tout cas de mon site, qui sont utilisées par des outils. L'inconvénient de ces outils, c'est qu'ils sont généralement hébergés ailleurs que sur le site et qui peuvent ou pas déclencher, mais souvent c'est un peu le cas, des tags de façon autonome. Donc il va falloir s'assurer que le consentement, en tout cas, qui a été donné par l'internaute pour le site de base, puisse être transmis en tout cas à sa partenaire-là et s'assurer que lorsque un utilisateur utilise une des fonctionnalités du site, en fait, il ne serait pas traqué quand même alors qu'il n'a pas donné son consentement spécifique. Il y a tout un sujet aussi autour des cookies, parce que les cookies sont censés avoir une durée de vie qui est limitée. Ce n'est pas forcément évident à vérifier de prime abord. Donc, il va falloir de façon régulière vérifier que non seulement les tags se déclenchent ou pas en fonction du consentement, mais que les cookies soient ou pas posés de la même façon et que lorsqu'ils sont posés, ils sont posés pour une durée limitée et qui ne sont pas forcément prorogés. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais visiter une page, cette durée ne sera pas attendue parce que c'est vraiment quelque chose qui est explicitement demandé dans le canal RGPD. Donc voilà, l'idée, c'est de mettre en place vraiment des vérifications autour de ce consentement de façon régulière également. De la même manière, ce contrôle doit s'effectuer directement au niveau des tags. D'une part, parce que l'objectif, ça va être de pouvoir avoir régulièrement une visibilité sur quels sont les tags qui vont se déclencher sur vos sites ou vos apps. Alors, ça peut paraître quelque chose d'assez simple parce que bien souvent, une bonne partie de ces tags vont être implémentés dans un gestionnaire de tags type GTM ou Commanders Act, mais rien n'empêche effectivement, et ça arrive souvent avec certaines solutions marketing, où un tag va déclencher toute une batterie de tags derrière. Donc, et c'est quelque chose qui est mouvant en fonction des campagnes qui sont réalisées, des partenariats qui sont mis en place aussi. Et donc, d'avoir régulièrement une cartographie de quels sont les tags qui vont être déclenchés sur vos sites, de quelles données ces tags vont récupérer, parce que naturellement, ils sont libres en fait de récupérer les données un peu qu'ils veulent là-dessus, et notamment s'agissant des problématiques de piggybacking, ces fameux tags que vous ne connaissez pas qui sont déclenchés en cascade par d'autres. Voilà, c'est important d'avoir cette maîtrise là-dessus et de savoir qui déclenche quoi et qui récupère quoi. L'idée, c'est aussi de vérifier que les données qui sont récupérées par ces partenaires sont des données légitimes. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des données qui sont plus ou moins sensibles. Par exemple, un nom, un prénom, un email évidemment, mais ça peut être un numéro de sécu, ça peut être plein de données comme le sexe ou l'âge. Ce sont des données qui sont plutôt sensibles. Et en fait, un tag peut avoir le droit de se déclencher, mais pas forcément de récupérer ce type de données. Donc pour ça, en fait, il va falloir vérifier que les données qui sont récupérées par les tags respectent à nouveau le consentement. Rien n'empêche un tag, techniquement, lorsqu'il déclenche sur le site, c'est du JavaScript de toute façon, donc d'aller récupérer des données dans un élément de la page ou dans le data layer et de transmettre cette donnée à un tiers ou sur un serveur complètement externe à l'entreprise. Et là, pour le coup, la responsabilité de l'entreprise est clairement mise en jeu à ce moment-là. Donc ça, c'est un vrai sujet et qu'il faut vraiment suivre parce que voilà, alors on a quand même rappelé les sanctions CNIL parce que c'est quand même important. Donc au-delà des fameux 4% du CA, il y a vraiment un sujet d'image de marque qui peut apparaître à ce moment-là et qui peut avoir des vrais impacts. Il y a pas mal d'outils comme ça qui permettent d'utiliser et de visualiser en tout cas les données personnelles, notamment ce qu'on propose avec Synaptic, c'est de s'assurer qu'aucun tag ne se déclenche en récupérant une donnée qu'on considérait comme une donnée personnelle. Si jamais un tag se déclenche en récupérant un email auquel il n'aurait pas accès, l'idée c'est d'avoir à nouveau à ce moment-là des alertes spécifiques. Voilà, donc on a parcouru les 12 points, les 12 best practices qu'on avait un peu décrit à l'origine. Et donc pour synthétiser, résumer tout ça, d'une part, il y a des sujets autour de l'organisation des équipes et de sensibiliser l'ensemble des parties prenantes, y compris les équipes techniques en interne, de l'importance de la collecte et de la qualité de la collecte.
Également sur un plan organisationnel, de pouvoir instaurer une gouvernance de la donnée et de pouvoir harmoniser, centraliser, piloter cette donnée et d'établir des critères de qualité de cette donnée. De pouvoir également centraliser toute la base documentaire, notamment les fameux plans de tagage que vous utilisez pour éviter d'avoir une dizaine, une centaine de documents qui se baladent à droite à gauche et de pouvoir assurer une certaine pérennité, stabilité du tracking via un outil qui va centraliser toute cette base d'informations et de connaissances. Sur un plan opérationnel, c'est aussi d'automatiser votre collecte et automatiser le contrôle de votre collecte également, la qualité de ce que vous collectez pour gagner en efficacité, pour gagner en temps et aussi faire en sorte que vos équipes puissent s'exprimer sur leurs actions prioritaires et gagner aussi en qualité globale. Et enfin, c'est alerter en cas de dysfonctionnement et d'anomalie pour rester proactif, plutôt en mode j'anticipe et je réagis vite avant que ces anomalies et que ces bugs aient des impacts réels sur vos analyses et sur les décisions que vous allez prendre au travers de ces chiffres qui seront remontés. Je vous l'avais un peu indiqué en préambule. Suite à ce webinaire, ce qu'on propose aux personnes qui vont assister à ce webinaire, c'est en fait un audit de votre plan de tagage qui va à la fois permettre d'aller contrôler justement la qualité de la donnée que vous collectez au jour d'aujourd'hui, la cohérence et le fait qu'il y a un phasage par rapport à votre référentiel et à ce qu'il existe en ligne sur votre site, et de pouvoir vous établir un mini audit là-dessus, à la fois sur la partie data layer, tag analytics notamment. Donc, on vous communiquera dans le chat l'URL sur laquelle vous pouvez vous connecter pour pouvoir faire votre demande d'audit si vous le souhaitez. Je ne sais pas ça, Charles, si tu as pu le faire. Ouais, c'est bon, c'est fait. Okay, super. Parce que là, je ne le vois pas, je suis en mode présentation totale et je ne vois pas bien l'écran. Le dernier point également, j'en ai un petit peu parlé, on a sorti là récemment, il y a quelques jours, un livre blanc sur la data au service de l'expérience client. Donc, si vous êtes intéressé par ces sujets, je vous invite aussi à vous rendre sur le site synaptic.com dans la rubrique ressources et vous pourrez télécharger notre livre blanc. Un certain nombre de chiffres qu'on a repris aujourd'hui, vous les retrouverez dans ce document. Livre blanc qui a d'ailleurs été co-rédigé par un certain nombre de nos partenaires également, comme AT Internet par exemple, comme Coverteo, comme Datama également, et d'autres que j'oublie, je ne pourrais pas la citer comme ça, mais voilà, n'hésitez pas à le télécharger si vous le souhaitez. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, je vais peut-être du coup aller regarder ça. Pas pour le moment. En tout cas, n'hésitez pas. Merci déjà d'avoir participé à ce webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si par la suite vous en avez de nouvelles, n'hésitez pas surtout à nous contacter. De toute façon, ce webinaire est enregistré. Il sera disponible prochainement et on vous communiquera tout ça. Mais voilà, si vous avez des questions là en live, n'hésitez pas pour qu'on puisse y répondre si vous en avez. Je vois qu'il y a une question. Ouais, on peut essayer de... Est-ce que votre solution teste du server-side? Charles, je te laisse répondre. Alors, c'est en cours. Ouais. On est en train de mettre en place justement des process pour vérifier ça. Le problème, c'est que server-side, il y a pas mal de choses différentes derrière ce sujet-là. Ça peut être du vrai pur server-side, c'est-à-dire qu'un appel d'un serveur vers un autre serveur. Ça paraît bête, mais ce n'est pas le seul mode de fonctionnement du server-side. Après, il y a le server-side un peu intermédiaire qui va dire, par exemple, je vais avoir un Google Analytics qui va se déclencher et qui va envoyer son hit plutôt sur un Google Tag Manager server-side qui, lui, va faire le passe-plat vers Google Analytics. L'intérêt de ça, c'est d'avoir un nom de domaine propre avec des cookies first party, mais ça passe par un tag. Donc ça, on va savoir le vérifier sans aucun problème. Pour la première solution, ça ne fonctionne que si on met en place au sein de l'outil de server-side un espèce de call
vers Synaptic qui va pour le coup pouvoir vérifier que les hits soient bien envoyés. Je n'ai pas les questions, Xavier, donc si jamais il y en a d'autres. Alors, toujours la même personne, Laurent, qui nous demande, du coup, oui, plutôt la bascule du tracking client vers le côté serveur dans les TMS server-side. Oui, okay. C'est ça. C'est donc, ça, exactement. Normalement, sur ce genre de sujet, on doit pouvoir gérer ça. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être? Je laisse le temps à la personne de saisir sa question. Bon, très bien. Écoutez, s'il n'y a peut-être pas d'autres questions, on va peut-être clôturer le webinaire à ce niveau-ci. Encore une fois, merci à tout le monde d'y avoir participé. Il sera enregistré, vous pourrez le retrouver prochainement disponible. Et à vos dispositions si vous souhaitez à la fois reparler du sujet, mais également si vous souhaitez à un moment donné faire un audit de votre plan de tagage et de la qualité de la donnée que vous collectez. N'hésitez pas du coup à vous rendre sur le lien qui a été mis dans le chat. Merci à tous. Parfait. Merci à tous. Bonne journée. À bientôt. Au revoir.